par la 16, il a fallu avoir des années et des années de lutte pour qu'à un moment donné, le gouvernement de Lionel Jospin décide de sacraliser le parc et d'empêcher cette autoroute de le traverser. Et donc, je crois qu'on est, oui, face à ces ressorts-là, auxquels se rajoutent des ressorts où se surajoutent dans la vie qu'on a de ces populations un rejet lié à la différence liée au racisme. C'est des choses que nous vivons sur un territoire comme le nôtre. Et quand dans une ville comme La Courneuve, on est à 37-38% de population étrangère, quand on a plus de 100 nationalités, spontanément, le regard qui est porté, c'est à les pauvres, alors que fondamentalement, j'ai la conviction que c'est un territoire qui, parce qu'il est territoire monde, peut avoir des ressorts, des énergies et une richesse absolument incroyable, à condition qu'on soit en situation de l'accompagner et de non pas de le regarder de façon stigmatisante et méprisante, y compris que cette jeunesse, on ne lui offre souvent que des barrières avec, c'était dit tout à l'heure, avec la police, avec les questions de l'adresse, et qui fait que ça intériorise le fait que ces populations, et notamment cette jeunesse, a le sentiment de ne pas avoir sa place dans notre société. Et il est clair que les réponses qui ont été apportées jusqu'à maintenant, ou les tentatives de réponse qui ont été apportées, notamment avec les questions de la politique de la ville, ont été, je crois que ça a été plus ou moins suggéré, des réponses pour créer les conditions d'accompagner et d'empêcher l'explosion sociale et la rébellion de ces populations face à autant d'injustices, en leur disant bon, finalement on va vous donner quelque chose, et de maintenir y compris tout le tissu actif qui se mobilise, notamment le tissu associatif, dans une quête à la subvention plutôt que d'être dans une revendication forte de leurs exigences. Et je crois que tout cela doit nous conforter dans la démarche qui était posée à la fin par Corinne Luxembourg, de dire que sur nos territoires, peut-être plus qu'ailleurs, la question de la co-construction avec les populations est une question majeure si nous voulons créer les conditions d'ouvrir d'autres alternatives, de corriger ces inégalités, et de faire en sorte que les exigences de notre avenir puissent être portées avec enthousiasme et détermination, et de redonner espoir à ces populations qui n'ont qu'une envie, prendre toute leur place dans cette société.
Bonjour. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. C'est ça qui compte. Nous, on vous voit en revanche, hein, je vous le dis par... que vous le sachiez qu'on vous voit. En revanche. Mais on vous entend. Allô, allô? Oui, on vous entend bien, allez-y. Ah, super. Bon, bah, vous êtes tous réunis, c'est ça? C'est ça. Il y a les intervenants des 2 tables rondes qui sont là. D'accord. Alors, excusez-moi, j'ai pas pu suivre toute la matinée. J'ai pu prendre que des bouts de temps à autre. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend toujours. C'est qu'on attendait votre... En fait, on attend votre question. Oui, d'accord, la question. C'était pour savoir quelles vont être les prochaines étapes, en fait, de votre... pour engager des actions plus concrètes par rapport, suite au constat réitéré ou répété ou creusé ce matin. Philippe Rio, maire de Grigny. D'abord, on va lancer une class action contre les discriminations territoriales. Non, c'est une blague. Ce qui n'est pas une blague, c'est la question de l'Observatoire des discriminations territoriales. Claire Hédon, défenseur des droits, en parlait tout à l'heure. Et à la pause, en tout cas lorsqu'il y a eu le changement de table ronde, avec les collègues élus, on se disait qu'il fallait qu'on donne une suite à ça. Je crois que c'est l'urgence, qu'effectivement on puisse quantifier et qualifier, comme disait mon collègue Driss Etazaoui, mieux cela pour pouvoir mieux agir. Il y a encore un impensé ou un pensé pas totalement pensé sur cette question-là. Il y a urgence à ce que nous puissions nous doter enfin d'un outil d'observation des discriminations territoriales qui ne porterait pas d'ailleurs uniquement sur les banlieues, puisqu'on était aussi tous unanimes sur le fait qu'il fallait traiter l'ensemble des sujets, des périphéries. Hein. On peut employer le mot des gilets jaunes, mais c'est aussi une revendication territoriale, en tout cas qui s'est territorialisée. Les territoires ruraux, on en a beaucoup parlé. Les dom-tom également, les bassins de reconversion. Donc voilà, étape suivante, comment on avance sur cette question-là de manière très pratique et très concrète avant la seconde étape l'an prochain du même dispositif entre ville et banlieue et les cahiers de la discrimination, s'ils le souhaitent, mais nous, on le souhaite. Et la proposition de Claire Hédon, c'est de créer un observatoire avec vous, élus, ou c'est au sein de son institution? Elle a parlé au sein de son institution, mais nous sommes disponibles pour contribuer, avec bien évidemment des chercheurs, avec des représentants de l'État. Mais nous sommes disponibles et nous apporterons notre pratique, nos savoir-faire, notre connaissance du terrain, qui parfois se matérialise aussi par des données statistiques. Hein. On en a tous les uns les autres. Donc voilà, on se met à disposition. Mais si on peut faire œuvre commune entre le monde de la recherche, le monde des élus et une institution comme le défenseur des droits, c'est peut-être faire celle-là. Oui, puis sur la question, les prochaines étapes, on a inscrit, y compris cette rencontre, dans la suite de l'appel des 200 maires de novembre dernier, un appel pour l'égalité républicaine dans les villes et les quartiers populaires. Sur discrimination, on est au cœur de ces questions. On a obtenu, je crois qu'on peut le dire comme ça, la tenue d'un comité interministériel de la ville, au cours duquel le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures. Nous allons être très attentifs dans les semaines et les mois à venir que ces mesures soient mises en œuvre. Parce qu'ils ils ont pris l'engagement, le gouvernement a pris l'engagement, par exemple, d'être attentif, par exemple, sur les questions d'éducation, sur les questions de médiateurs, sur les questions de l'emploi, etc. C'est concrètement, dans les quartiers, les villes populaires, se donner les moyens pour faire reculer les inégalités et les discriminations. Ce n'est pas la solution totale, bien sûr, mais c'est des éléments, des points d'appui pour avancer. Et que donc, on veut, parce que ce qui nous détermine, avant tout, c'est un colloque très important, je crois, qui appelle à une deuxième édition, mais c'est surtout, nous, on a en tête quelle politique mener concrètement au plus près des habitants pour qu'avec les habitants, c'était dit, beaucoup a été utilisé le terme de coélaboration sur les territoires pour trouver des réponses. Et on trouvera les réponses avec les habitants eux-mêmes, pas en dehors d'eux. Et je crois que c'est aussi un des éléments qui ressort fortement de cette matinée de travail entre nous.
vous avez parlé, oui, justement, beaucoup de co-construction et des habitants. Et dans les conseils citoyens, est-ce qu'ils ont permis de faire bouger des choses ou toujours pas? Hélène Geoffroy, mes collègues me tendent aimablement le micro. Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin. Et c'est vrai, très attachée au conseil citoyen. On le sait bien. Évidemment que c'est une très belle, comment dirais-je, une très belle incarnation de ce que peut être la participation des habitants, là où ça a pu fonctionner. Parce qu'aussi le constat qu'on a aujourd'hui sur la question des conseils citoyens, et ça va être une des missions du Conseil national des villes, que je co-préside avec Fabienne Keller, ça va être de revitaliser, revivifier les conseils citoyens là où c'est moins le cas, notamment puisqu'aujourd'hui il y a eu des changements de municipalité, de nouvelles élections, donc c'est l'occasion aussi de remettre les choses en situation de fonctionner. Parce que les conseils citoyens, finalement, aujourd'hui, on fait beaucoup de conventions citoyennes, on reparle aux citoyens et ça permet de dire que c'est venu aussi de la politique de la ville. Cette idée de se dire que les citoyens ne sont plus seulement informés, comme dans les traditions de démocratie participative, mais concertés, co-construisent. Et c'est l'enjeu qu'on veut porter aussi en politique de la ville, c'est, enfin en tout cas avec Ville et banlieue, pardonnez-moi, c'est la capacité de se dire, sur ces sujets-là, on l'a beaucoup dit dans les tables rondes, les habitants sont aussi dans les politiques publiques que l'on met en œuvre. Ce n'est pas simplement les sujets de plan d'action sur la discrimination, c'est comment on est avec les habitants sur cette action-là, sur les questions de lutte contre la discrimination territoriale et contre tous les freins pour leur réussite et la réussite des habitants. Et je crois qu'il y a Driss Etazaoui qui voulait dire aussi quelque chose. Oui. Et après, on laisse la parole au non-élu. C'est ça. Moi, je vais être très court. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, très bien. Driss Etazaoui pour la ville d'Évreux. Philippe Rio, à juste titre, a parlé et a repris au bon la proposition de la défenseure des droits sur la question de l'observatoire, où effectivement il est toujours opportun et intéressant de qualifier et de quantifier les phénomènes de discrimination. Mais dans le prolongement de cet observatoire, une fois qu'on a observé, ce qui est important, c'est de mettre chacun devant ses responsabilités. Et on rappelle ici la proposition que Ville et banlieue avait faite à Jean-Louis Borloo dans le cadre de son plan qui avait été reprise par Borloo, mais pas par le gouvernement, sur la Cour d'équité territoriale. Pour nous, l'équité et non pas l'égalité, une fois de plus, l'équité consiste à donner plus à ceux qui ont moins, et l'égalité consiste à donner la même chose à tout le monde. Sauf qu'il y a un tel effort de rattrapage sur les 1500 quartiers prioritaires de France que nous parlons d'équité, et on pense qu'à la suite de l'observation, ce qui est important, c'est de mettre chacun avec une sorte d'injonction, mais en tout cas de mettre chacun devant ses responsabilités, les pouvoirs publics en premier lieu, de manière effectivement à, après avoir constaté quelles sont les solutions, quels sont les moyens humains, matériels et financiers comme remède au rattrapage des difficultés ou en tout cas des déséquilibres urbains, économiques et sociaux. Ok. Je ne veux pas prendre davantage de temps. Excusez-moi, moi j'entends rien du tout. Oui, pardon. Nicolas Liébaud du journal Regard, journal municipal de la Courneuve. Vous avez mis en avant lors du CIV un certain nombre de propositions, je crois 15 propositions qui ont été rendues publiques. Quelles sont celles sur lesquelles vous avez le sentiment d'avoir été entendu et quelles sont celles au contraire que vous mettrez en avant dans la période à venir pour les voir prises en compte? Il y en a un autre? Non, il y en a un autre? C'est bon? Le CIV, c'est 78 mesures. Il y en a 15 qui sont sorties un peu prioritairement par le gouvernement, pas par nous, puisqu'effectivement, nous sommes un collectif d'élus transpartisans, j'allais dire transgenres, transpartisans de toute sensibilité politique, où effectivement, nous avons fait, je ne sais même plus, peut-être une quarantaine, une cinquantaine de propositions. En direct live d'ailleurs auprès du Premier ministre qui était accompagné de 3 ministres ce jour-là. Nous étions 9 élus à avoir fait des propositions sur tous les champs, emploi, culture, sport, sécurité, etc., logement, etc., etc.
Et un collègue, le maire de Roubaix, dit qu'on a gagné la première mi-temps et que la deuxième mi-temps reste à jouer. Je pourrais dire qu'on a arrêté le train de la relance, on s'est mis en face sur les voies pour stopper le train. Nous sommes rentrés dans le train. Et effectivement, ça a été notre revendication de dire nous sommes les territoires oubliés du plan de relance. Donc aujourd'hui, quand le collègue de Roubaix parle de... Et on n'a pas encore accès au wagon-bar. Hein. On remonte les wagons pour... parce qu'effectivement, l'étape aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les annonces, bien, pas bien, moyen, les oublis, s'appliquent sur le territoire. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Nous avions 2 revendications. 1, ne pas être les oubliés, une question de moyens, et 2, la question de la méthode. Comment une annonce devient concrète le plus rapidement possible dans une situation d'urgence sociale et territoriale. On avait oublié, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très bien d'ailleurs, ça vient un peu dans la seconde mi-temps, la question de l'Observatoire des discriminations territoriales. Je n'ai pas mémoire, je regarde mes collègues, nous n'avions pas porté cette revendication-là. Nous avions un peu reparlé de la Cour d'équité territoriale parce qu'on est resté un peu marqué par cette étape-là de 2018, mais nous n'avions pas parlé des discriminations en tant que telles, me semble-t-il, dans la période qui était très plan de relance, faire face à l'urgence sociale et économique, voire même de santé, pour les habitants des quartiers populaires. Donc, tout reste à faire encore. 1, l'application des mesures dont certaines ne sont pas idiotes, voire sont bonnes, il faut rapidement les mettre en œuvre. Et puis après, vous l'avez compris, c'est un combat permanent. Donc on va continuer à faire en sorte que les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires, les dynamiques qui ont lieu se perpétuent et nous continuerons toujours à être mobilisés parce que, encore une fois, un comité interministériel à la ville n'est pas une fin en soi. Est-ce que je peux rajouter une question? Oui. Oui. Sur l'observatoire et l'observation des discriminations, il y a un observatoire au niveau de la politique de la ville qui documente déjà quand même pas mal de faits. J'ai du mal à comprendre ce que ça va changer véritablement. Ah oui, on me demande absolument de prendre la parole. Moi, je ne suis pas le promoteur de cette idée. Par contre, avant que vous en parliez spontanément, si je voulais dire un mot, je l'aurais dit effectivement sur cette proposition de cour d'équité territoriale qui était la 19e mesure du rapport Borloo. D'ailleurs, je crois me souvenir que dans ce jour funeste d'enterrement du rapport Borloo, celle-ci avait été sauvée, cette mesure, par le président Macron qui avait annoncé sa mise en œuvre. Et je crois savoir d'ailleurs qu'un groupe de travail s'était constitué pour essayer d'avancer sur ce sujet. On est 2 ans et demi plus tard. Quelqu'un a des nouvelles de ce groupe de travail Voilà. Alors, ouais. Bon, alors lui, il a été mis en place, mais il a été déserté par ses membres. Non, je trouve que ce qui est très significatif là dans la proposition faite par Claire Hédon ce matin, c'est que ça confirme le fait que le défenseur des droits est en train de s'affirmer comme un véritable contre-pouvoir démocratique dans ce pays. Et donc, ce n'est pas tout à fait fortuit si c'est de ce côté-là aujourd'hui que se situer la dynamique. Parce que si on s'en remet à la bonne volonté des acteurs de l'État en particulier pour avancer sur ce sujet, je crois qu'on peut refaire le même colloque dans une 40aine ou une 50aine d'années et qu'on fera à peu près les mêmes constats. Après, là où je reste interrogatif, mais bon, si cet observatoire voit le jour, il faudra définir son cahier des charges et ses missions. C'est qu'est-ce qu'apporte l'utilisation du terme discrimination, hein? Si on glisse de cour d'équité territoriale, on voit bien ce que ça veut dire. Ça a été rappelé par monsieur il y a un instant. Hein? C'est ajuster les moyens en fonction de l'importance des besoins. Bon, c'est ça l'équité. Maintenant, la discrimination, c'est pas tout à fait de même nature. Ça renvoie à d'autres types de processus. Et là, je pense que il y a plusieurs orientations possibles de cet observatoire. Soit on se contente de faire des vagues de testing pour voir si les gens sont discriminés en fonction de leur adresse. Bon, on a déjà des résultats sur le sujet. Je ne suis pas certain qu'un observatoire permettrait un enrichissement très significatif de la connaissance sur ces notions.
soit on regarde la manière dont certains quartiers sont traités par la puissance publique, et là, ce sont les problèmes qui commencent, parce qu'il faut Enfin, c'est le début des solutions pour voilà, quand on est dans ces territoires-là, c'est le début des solutions. Parce que il faut déjà s'entendre sur quels sont les indicateurs pertinents, à quelle échelle, et encore une fois, j'y reviens, si on met le mot discrimination dans cette affaire, eh ben, il faut aussi s'intéresser aux représentations que portent les agents d'un certain nombre d'administrations et éventuellement à la manière dont leur regard stéréotypé sur certains territoires les conduit à prendre des mesures défavorables à ces mêmes territoires. Voilà. Donc l'allocation des moyens. L'allocation des moyens. Mais une fois qu'on a dit ça, quels moyens on prend en compte, à quelles échelles? Est-ce qu'on regarde uniquement les politiques de l'État ou on regarde également les collectivités? Un sujet simple, les moyens consacrés par l'éducation nationale, les moyens consacrés par l'éducation nationale sur un territoire. Ouais. Bon, ça c'est le champ qui a été déjà le plus labouré, en particulier par la Cour des comptes. On a déjà un certain nombre d'éléments d'objectivation qui permettent de savoir qu'aujourd'hui, dans le lycée Louis-le-Grand ou Henri IV à Paris, l'éducation nationale consacre 50% de moyens en plus qu'à tel lycée de la Courneuve. Donc ça, on le sait. Mais ensuite... Pardon ? Ben non, parce que je bouge les mains quand je parle. Et, voilà. Oui, donc l'éducation nationale, mais à mon sens, ça n'est pas... Oui, excusez-moi, une autre question. Vous avez réussi à obtenir, grâce à votre mobilisation, un certain nombre de budgets de plusieurs milliards qui ont été annoncés, ce qui est, de votre point de vue, j'imagine, une certaine victoire. Quelles seront les prochaines étapes, à la fois de calendrier, dans la répartition de ces montants en fonction des différents quartiers? Et est-ce que vous serez associé aussi aux critères de la répartition dans ces montants? C'est effectivement tout l'enjeu de la période. Il y a eu cette annonce. Nous, on est bien décidé, le collectif de 200 maires et dans ce cadre, l'association des maires de ville et banlieue, d'être exigeants avec aussi bien le Premier ministre que la ministre de la politique déléguée à la politique de la ville, excusez-moi. On vient d'obtenir, je vais le dire comme ça, une circulaire du Premier ministre à l'ensemble de tous les préfets qui lui demande de réunir rapidement tous les maires concernés par département ou par arrondissement, suivant le nombre qu'il y a, pour voir concrètement comment toutes ces décisions prises dans ce CIV vont rentrer véritablement en acte au plus près des territoires, au plus près des habitants, au plus près des associations. Ben, je dirais que c'est le deuxième mi-temps qu'évoquait, j'aime bien cette image sportive, deuxième mi-temps qu'évoquait Philippe, c'est qu'on y est, ça y est, sinon on s'y engage, nous. Hein. Parce que l'objectif du départ, c'est qu'avec la crise sanitaire qui a entraîné une crise sociale terrible, particulièrement dans nos quartiers, il y a besoin d'une réponse à la hauteur de la République pour faire République, pour faire référence aux lois qui sont en train de se discuter. Et donc, nous, on va être très attentifs pour que tout ça rentre le plus possible dans la vie, donc y compris au plan local, au plus près des acteurs du terrain, eh bien, on va examiner, regarder, relancer, mobiliser s'il le faut, pour que les choses se concrétisent. Une question annexe par rapport à ça. Il y a des critiques qui ont été diffusées suivant laquelle le montant global qui avait été proposé était en partie une certaine réaffectation de montants qui étaient déjà proposés préalablement. Est-ce que là aussi, vous êtes vigilant sur le fait qu'il y ait un véritable investissement de l'État et pas simplement une sorte de refléchage, de subventions qui auraient été déjà élaborées précédemment? Bon, il y a les deux, mais au bout du bout, il y a 3,3 milliards. Il faut que ces 3,3 milliards et toutes les mesures décidées retombent effectivement sur les territoires. Et là-dessus, nous serons très attentifs, exigeants, toujours, je vous dis, avec en tête des réponses concrètes apportées aux habitants.
fait, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, nous, c'est que voilà, on veut que ça change parce qu'on pense qu'il y a assez de mots sur cette situation. Depuis des années maintenant, ça dure. Donc voilà, il faut des actions de la part de l'État et pas, par exemple, dans le cadre scolaire qui diminue les budgets. Ça n'a aucun sens. Justement, si on est dans le besoin, pourquoi diminuer le budget accordé au lycée, parce que ça les met en difficulté, par exemple, pour organiser les tutorats, voilà, tout ce qui est études du soir pour nous accompagner au mieux dans notre scolarité. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, par exemple, pour les collèges. Oui. Aussi, accentuer l'apprentissage au collège, parce que à chaque fois, quand on va au lycée, les professeurs nous rabâchent à chaque fois qu'on n'a pas vraiment le niveau, parce qu'au collège, en fait, quand on part au lycée, on a un manque de connaissances, et du coup, ils ont du mal à nous enseigner. Du coup, il y a vraiment un problème du côté des collèges. Du coup, il faudrait vraiment faire quelque chose. Du coup, ouais. Ils suppriment une classe de 3e, par exemple, au collège de la 30 secondes, il y a Nora Amadi. Pour les élèves, tu vois, juste avant le lycée dramatique. Nora Amadi. Ouais, c'est sûr, tu as raison. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Non, on part pas encore, on va boire un coup. Non, mais la dame, elle nous dit... Ah oui, au revoir. Ah, Nora. Nora, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis très en retard. Pas du tout, pas du tout. C'est nous qui sommes en avance. Ah. C'est Philippe. Voilà. Ça va. Oui, mais alors, je vois une micro-vignette et en fait, je ne sais pas qui est là. Alors, il y a encore Hélène Geoffroy, Gilles Leproux, il y a Corinne Luxembourg, Monsieur Kirsbaum, et voilà. D'accord. Donc, il y a des universitaires et des élus. Super. Et du coup, donc vous êtes très très en retard. On a terminé en fait là. On a fini. Mais il n'y avait pas une conférence de presse à 12h30 ? Ah bah il est quelle heure là ? 39. Ah bah on t'attendait pour clore. Bah voilà. Bon bah je suis désolée. Bah non, il n'y a pas de mal. Je vais finir une autre réunion qui a été plus longue que prévu. Mais c'est normal. As-tu une question ? As-tu une question, même deux ? Voilà, alors comment ça s'est passé et finalement qu'est-ce que ça va donner cette cette matinée de travail ? Non, c'est bon. Donc Hélène Geoffroy, puisque mes collègues m'ont donné le micro d'autorité. Je ne sais pas à quoi en penser, mais simplement, non, ça a été des échanges au travers de nos 2 tables rondes, des élus d'une part, et puis ensuite des chercheurs et 2 lycéennes aussi qui ont pu témoigner de la façon dont elles percevaient les discriminations territoriales. Ça a permis finalement, en conclusion, ce qu'on disait tout à l'heure de nos 2 tables rondes, se reposer la question de la pertinence de l'observatoire, de créer un observatoire de la discrimination, qui est une proposition sur laquelle travaille la défenseure des droits, qui était présente à l'introduction de nos travaux, Claire Hédon, et qui propose qu'on puisse finalement objectiver un certain nombre de données sur la question de la discrimination, notamment territoriale, puisque l'un des enjeux du débat était quel sens donne-t-on à la discrimination territoriale. Et comme c'est un débat, ça veut dire que tout le monde n'avait pas totalement le même avis, mais en tout cas, on a au moins pour les élus consensus sur le fait qu'il faut que nous passions à cette phase, tout en ayant encore en tête notre cours d'équité territoriale que nous avions demandé, qui avait été élaboré comme proposition dans le cadre du plan Borloo, dont tout le monde se souvient, et avec la volonté de se dire, dans un moment où finalement chacun et peut-être n'est toujours pas convaincu que cette question est réelle, et peut-être se crispe sur ces sujets-là, peut-être peut-on, au travers d'un observatoire, permettre de réobjectiver les choses, mais
pour les quartiers populaires, mais nous l'avons aussi dit dans le débat, pour le monde rural qui a aussi besoin. Et puis un beau chat, qu'on est conscient du sujet. Voilà, je ne sais pas si vous voulez... Il y a Philippe. Peut-être en complément des propos de Hélène, mettre des élus qui travaillent constamment dans l'urgence, en fait. C'est notre réalité. On est confronté à ça hyper quotidiennement. Avoir un peu un temps, du temps universitaire, du temps de la réflexion, c'est un exercice qui n'est pas simple, je l'avoue, mais qui est extrêmement utile. Et donc, ce que l'on a pu voir nous a permis dans le débat actuel où l'actualité tourne autour de la discrimination, de la ségrégation, voire du séparatisme, de remettre du sens à des mots et dans l'hystérie collective, de retrouver un peu de calme, de sérénité, de sens et de pouvoir avancer sur des réalités et de projeter un certain nombre de choses dont Hélène vient de parler. Le deuxième élément, c'est que cette table ronde vient après la lettre au président de la République du 14 novembre, après un temps politique qui a fait l'objet d'un comité interministériel à la ville, le 29 janvier. Le 1er février, nous étions à Garges-les-Gonesse sur les questions d'inclusion et d'éducation par le sport. Aujourd'hui, on aborde, je parle pour les collègues élus, cette question de discrimination. Je trouve que c'est plutôt bien de continuer à porter le fer ou à battre le fer pendant qu'il est chaud. On n'a pas d'autre rendez-vous, il va falloir qu'on en crée un dans pas longtemps. Peut-être sur la culture, je dis ça, je dis rien. Mais on sent bien qu'on a besoin de continuer à réfléchir, à croiser des regards différents entre des praticiens qui ont des approches différentes mais complémentaires. Et je crois que c'est... Voilà, moi, ce que je retiendrai d'aujourd'hui, c'est aussi cela. Il faut continuer à créer avec des universitaires, des professionnels, des acteurs, bien évidemment des habitants. Il y avait 2 représentantes qui étaient présentes tout à l'heure, 2 lycéennes, sur comment elles vivaient les discriminations. On a besoin de ça, de se poser tous ensemble, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de complémentarité que de désaccords. Et dans un moment politique pas simple, je crois que c'est bien de créer de ces complémentarités. Mais là-dessus, et du coup, les lycéennes font partie d'un projet, et je vais avoir la chance de les rencontrer dans pas très longtemps, puisqu'elles font partie du projet Les Médias Cénaux à La Courneuve, auquel je participe, donc je leur fais un petit clin d'œil. Mais là-dessus, du coup, est-ce que cette idée de cours d'équité territoriale et cet observatoire des discriminations, vous allez profiter justement de la réactivation du Conseil interministériel des villes pour le porter ? C'est-à-dire, comment vous allez porter cette revendication alors, j'entends que Claire Hédon fait partie du dispositif et c'est bien de passer par plusieurs portes, mais est-ce que vous comptez en fait le présenter, je ne sais pas, du côté de la présidence, de chez Castex, enfin, comment ça va se passer ? Déjà, c'est une proposition de la défenseure des droits. Donc, et nous, on veut s'inscrire dans cette demande parce que, compris au vu des 2 tables rondes, on sent que ça peut être un outil utile de diagnostic pour pouvoir trouver les réponses les plus pertinentes. Donc, oui, on va s'adresser à elle rapidement pour lui faire la proposition, y compris, pourquoi pas, d'être co-élaborateur, co-participant, je dirais, à cette structure, parce qu'il y aura par rapport à un observateur de ce type, à réfléchir, y compris sur qu'est-ce qu'on veut observer, ça commence par là, et puis y compris qui on met dans le collectif d'animation de cet observatoire, parce que moi, ce qui me semble, et c'est beaucoup venu ce matin dans les 2 tables rondes, c'est la question que ces questions de discrimination, on ne peut pas les réfléchir en dehors et à la place des habitants. Ça ne peut être qu'un travail de coproduction entre les habitants, les élus, tous les intervenants, les acteurs du service public local et au-delà, pour pouvoir trouver les bonnes réponses et avoir une certaine efficacité. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit, je dirais, suite aux travaux de ce matin, nous nous inscrivons. Et Philippe et Hélène le disaient, mais nous, on est pleinement, comme élus, engagés dans l'appel des 200, dans la poursuite de ce mouvement, et qu'il y aura d'autres rendez-vous dans les semaines et les mois à venir de ce type pour réfléchir. Nous avons besoin de continuer à réfléchir pour tirer les bons diagnostics, pour trouver les bonnes réponses. Mais dans le même temps, nous allons également être très attentifs
à ce que les mesures mises en avant par le Premier ministre à l'issue de ces CIV rentrent vraiment dans la vie. Et je disais tout à l'heure à un de vos collègues, il y a... on se félicite, il y a une circulaire du Premier ministre qui est partie chez les préfets pour demander que les élus des villes concernées soient concrètement autour de la table pour y travailler. Bon, voilà. Donc, on va continuer, on va rien lâcher, quoi. Voilà. Ça, je vous fais confiance. Top. C'est bon, tu avais d'autres... on a répondu. Non, c'est bon, c'est parfait. Non, d'accord. De toute façon, je vais revenir vers Sylvie et vers Frédéric pour avoir des éléments précis. Puis de toute façon, on est à votre disposition pour réfléchir aussi ensemble sur ces questions, quoi. Donc, bravo en tout cas pour déjà le principe de sortir des silos pour réfléchir avec plein de gens. C'est déjà en soi vachement bien. Merci. Et puis, nous arrivons à la conclusion, je dirais, de cette matinée qui a été riche, en remerciant l'ensemble des intervenants, en remerciant à nouveau Gilles Poux et l'ensemble des techniciens de la commune du service public de la Courneuve de nous avoir accompagnés. J'espère que tous celles et ceux qui nous ont fait la joie et le plaisir de nous regarder à travers la visio, eh bien, nous leur donnons rendez-vous à de prochains rendez-vous pour continuer à débattre ensemble, à échanger dans l'objectif de trouver des réponses concrètes pour les habitants et y compris en y associant les associations. Merci et à très bientôt.